écoutez Le Petit Tonneau, le podcast omniscient. Bienvenue dans l'épisode pilote du Petit Tonneau, le numéro 0. Le Petit Tonneau, le podcast omniscient, comme vous l'avez entendu dans le jingle. Je suis Jérémy et je suis un des co-hôtes. Eh bien bonjour, je suis le deuxième co-hôte de ce podcast et je suis Paul. Le Petit Tonneau est une radio libre qui permet de traiter les sujets du Trivial Pursuit, c'est-à-dire les 6 grands thèmes, avec les questions que nous avons reçues de la part des internautes, je le rappelle, de façon internationale. Les 6 thèmes donc, sont la géographie, l'histoire, le divertissement, sport et loisirs, l'art et littérature et la science et nature. Donc nous allons traiter de ces 6 thèmes en fonction des questions ou des remarques que nous aurons données nos auditeurs. Et nous essaierons de traiter avec la plus grande expertise possible chacun de ces sujets. Énormément d'expertise et de professionnalisme. L'excellent Paul nous a concocté un petit jingle pour chacun des camemberts du Trivial Pursuit. Ainsi vous ne serez pas perdu dans le suivi de ce podcast. Dites-moi Paul, quel est le premier thème ? Camembert violet, art et littérature. Le premier thème, ça sera du coup les arts et la littérature, avec une question qui nous vient de Jean-Jo Bacadouche. Qui tient à rester anonyme, nous le précisons. Oui, bien sûr, Jean-Jo Bacadouche, qui ne sera pas cité dans ce podcast. Donc Jean-Jo Bacadouche, qui nous posait la question, y a-t-il un parallèle entre l'influence de Schopenhauer sur l'expressionnisme allemand et l'influence de Seyko Fofana sur le jeu du RC Lens cette saison ? Donc je rappelle la saison 2022-2023. Alors, petit background, le RC Lens qui fait une saison historique, puisque pour la 3e fois de son histoire, il se qualifie pour les phases finales, sans même passer par les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Et son capitaine Seyko Fofana a une influence qu'on peut dire primordiale sur le jeu de cette superbe équipe. Un peu critiqué cette saison, mais il a su répondre présent dans les grands matchs des 100 et or. Tout à fait. Alors, le parallèle qu'on peut effectuer, ouais, j'ai un petit bouquin de Schopenhauer devant moi et on va pouvoir essayer de comprendre quel parallèle on peut faire entre ces deux artistes, si j'ose dire, l'un du ballon rond et l'autre de la plume. Bien. Donc, je vous fais grâce de l'allemand, je vais traduire ça un petit peu au débeauté. Navré s'il y a quelques fautes de français. Donc, on peut lire un court extrait. « Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables, et la pluie mouillait mon cartable, mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. » Et là, on peut immédiatement dire que Schopenhauer, par ses phrases, essaie de nous introduire directement dans l'environnement dans lequel il veut qu'on soit. C'est-à-dire, nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables, on peut presque immédiatement penser à un esprit un peu des corons du Nord, enfin je sais pas comment le dire, en tout cas c'est là où je me projette. Et la pluie mouillait mon cartable, donc en effet, il venait du pays où habite la pluie, comme disait Renaud, c'est évidemment le Nord-Pas-de-Calais. Bon, je pense que ça se passe bien évidemment de commentaires, mais voilà, on ferme les yeux et on s'imagine tout de suite, voilà, notre père gueule noire, un peu comme l'étaient ses parents. Donc c'est évidemment une référence au nord de la France. Là, Schopenhauer qui préfère un peu nous exprimer le sens de la vie plutôt que de nous le montrer. Un peu comme Fofana s'exprime avec un ballon plutôt que de montrer ci et là. Et voilà, lui s'exprime directement avec un ballon. Donc le parallèle est quand même rapidement, je pense que ça se passe de commentaires. Tout à fait. Et si on veut aller vraiment jusqu'au bout, on peut reprendre ce passage de Schopenhauer qui disait « Et j'avais les terrils à la place des montagnes ». De là-haut, je voyais la campagne. Et donc là, on voit tout de suite qu'on est immergé dans cet esprit vraiment purement lensois. Là, on se voit quasiment dans les mines. C'est fou. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle qui est extraordinaire, moi je trouve, entre le RC Lens et l'œuvre de Schopenhauer. Et on remercie Jean-Jo Bacadouche que l'on ne citera pas. Hein. Il souhaitait rester anonyme. Non, bien sûr. On va respecter ça pour cette question parce que on voit vraiment, il y a un vrai parallèle entre les deux terroirs et ça, c'est beau. Merci Jérémy. On va tout de suite passer du coup au deuxième thème. Camembert bleu, géographie. Donc le thème de la géographie va être abordé avec une question de Francis Saucisse sur Twitter. Il a souhaité qu'on ne cite pas son pseudo, donc il restera anonyme. Bien sûr, Francis Saucisse, qu'on ne citera pas dans ce podcast non plus, à l'instar de Jean-Jo Bacadouche. Alors on rappellera qu'il ne faut pas forcément essayer d'aller chercher
les gens qui nous posent des questions, il n'a pas du tout une pépé avec un chat et un petit foulard rouge à la Renault. Il faut surtout pas aller chercher ce genre de... Non, on va respecter l'intimité en fait de chacun. Donc le thème évoqué par Francis, c'est la construction d'un building en forme de poivrier. Et oui, donc là, pour le coup, on est en plein dans le thème géographie, puisque là, on traite purement de l'urbanisme des mégalopoles et de comment sont agencées les villes d'aujourd'hui. Et on le remercie pour ce thème qui est remarquablement intéressant. Tout à fait. Vous imaginez un peu la complexité qu'il faut pour, du coup, soulever un poivrier en forme de building, et puis en taille de building surtout, et après en faire des quarts de tour un peu pour, du coup, égrener le poivre. Un building, Paul, ça doit peser 2 tonnes, 2 tonnes 5, parfois 3 tonnes peut-être pour les plus grands. Comment voulez-vous soulever une si lourde masse ? Je pense la facilité, la solution de facilité, j'ai envie de dire, ça serait avec une grue. Mais du coup, il y aurait une grue perpétuellement à côté du bâtiment pour pouvoir le soulever et égrener le poivre ? C'est ça qui est gênant. Et alors... C'est un emplacement qui n'est pas dédié au commerce, et ça, c'est la loose. C'est vrai que du coup, il y aurait de l'argent à se faire sur l'emplacement de la grue, du coup, qui ne sera pas fait à cause de l'emplacement de la grue. Et c'est sans compter sur... Imaginez un petit peu pour un poivrier de la taille d'un bâtiment, la taille des graines de poivre qui doivent être à l'intérieur. Enfin, on frise l'absurde. J'ai presque envie de dire, ça me dépasse. Je pense... Déjà, pour moi, à mon avis, il faudra que je fasse des recherches là-dessus, mais il n'y a pas d'arbre à poivre qui produit de telles baies aussi gigantesques. Alors, à moins qu'avec une sélection génétique vraiment précise, nous puissions, à la l'aide de greffons, avoir des très très gros arbres à faire des très très grosses baies de poivre. Oui. Ça serait la solution finalement. Je pense que du coup, ça pourrait être une solution. Après, voilà, en marque de poivrier, pour en citer qu'un, Peugeot aujourd'hui est-il capable de construire un poivrier si grand, mais avec un petit sur le dessus un style d'opercule sur lesquels on pourrait mettre ces grosses baies, parce que du coup il faudrait une grosse ouverture pour mettre les grosses baies dedans. Une grosse baie, une grosse ouverture, ça me fait penser un petit peu à la menuiserie. Enfin voilà, c'était juste un petit aparté. Moi, je reviens sur la question de comment faire pivoter ce building pour qu'on puisse finalement égrener ces baies géantes de poivre, tel on pourrait égrener du bon pchit pour faire des cigarettes magiques. Un système de roues, je pense, motorisé. On soulève tout le building de quelques mètres et on met des espèces de très très grosses roues de tracteur, genre comme sur un tracteur de la marque Fendt par exemple. On met des grosses roues de tracteur et après on les fait tourner un peu en rond et ça pourrait l'égrener, je pense, mais il faudrait du coup que le dessus, la tête du poivrier, devrais-je dire, soit maintenue pour pouvoir grinder ces baies de poivre. Comment la maintenir, cette tête de building ? Toujours et encore pour moi avec une grue. Mais là où il y aura un manque à gagner sur l'emplacement de cette grue. Alors, moi j'ai une suggestion qui me vient en tête. Est-ce qu'on pourrait pas dresser une grande quantité de rapaces, un peu comme au Puy du Fou, qui puissent maintenir cette tête de building en fait, en volant en sens inverse de la rotation des pneus de tracteur d'en bas ? Je pense à un vautour. Ah, c'est vrai. C'est vrai que du coup, si on met un petit crochet comme ça, le vautour, il pourrait prendre le crochet dans ses serres et voler dans le sens inverse. On fait un vautour qui vole à fond. Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut. Donc voilà, Francis, si on a pu éclairer un petit peu sur les technologies d'aujourd'hui, pas besoin de grue finalement, on peut dédier cet emplacement au commerce afin de faire augmenter le PIB. Il fallait simplement penser à mettre des pneus de tracteur, donc un bâtiment un petit peu comme sur des rails, un petit peu avec des pneus de tracteur, et un vautour en haut pour contrebalancer la puissance de ces roues motorisées. Absolument, donc Francis pensait à regarder un peu l'horizon new-yorkais dans les prochaines années. Pourquoi New York, Paul ? Il y a des buildings. C'est vrai. Camembert rose, divertissement. Alors c'est une question qui nous a été... Alors là pour le coup l'utilisateur souhaite rester purement anonyme parce que c'est un peu gênant, donc on ne citera pas son pseudo. @azedios. La doudoune sans manche, vêtement pratique ou apparat de droite ? Paul, qu'en penses-tu ? Alors, je suis un peu gêné parce que je veux pas me positionner politiquement, on va dire. Voilà, je préfère rester correct, je suis de droite. Et pour moi, la doudoune sans manche, c'est plutôt quelque chose qui appartient à une certaine classe sociale, si vous voyez ce que je veux dire.
On rappelle que le podcast est apolitique, hein, on refuse tout commentaire. Tu appartiens à une classe sociale de droite et tu penses que la doudoune doit être réservée à cette classe sociale? Oui, alors plus que classe sociale, je dirais à une élite. Au final, voilà, on se reconnaît entre nous en fait. Voilà, en vêtements de droite, très facilement, hein, boulevard Haussmann, une trottinette électrique, je vois quelqu'un en doudoune sans manche, voilà, je sais qu'on pourra bien s'entendre, qu'on pourra aller boire un verre de vin par exemple. C'est quelqu'un qui va pas venir te piquer ta montre ou te carotter une Oui, cigarette. voilà, ils vont pas venir non plus avec un tout espèce de questionnaire, et oui, WWF, les pandas, je ne sais guère, enfin, en tout cas, c'est quelqu'un avec des vraies valeurs. Écoute, je boue depuis tout à l'heure de t'interrompre, alors je respecte ton temps de parole, mais pour moi, la doudoune sans manche a été gentrifiée, puisque à la base c'est un vêtement pratique, un vêtement paysan, et il a été gentrifié, il a été accaparé par les gens cette caste de droite qui me dégoûte un petit peu, hein, que tu viens de décrire après, avec tout mon respect. Mais c'est d'abord et avant tout un vêtement pratique, chaud sans l'être trop, facile à enfiler, pas facile à abîmer. Pour moi, c'est un vêtement du peuple. Je suis d'accord. Alors, je suis d'accord sur un point, c'est que c'est un vêtement pratique, un vêtement intelligent. Maintenant, je te pose la question, qui sont les gens intelligents, au final? C'est les gens riches. Il va pas le dire. Les gens riches. Oh, il l'a dit. Les gens de droite. Parce que, les gens riches, les gens de droite, c'est un parallèle très facile, c'est les mêmes personnes, au final. Et donc, les gens riches qui sont les plus intelligents, hein, parce que sinon, ils seraient pauvres. Les gens, déjà, qui utilisent des doudounes sans manches sont tellement à l'aise financièrement, ils vont dire, je vais acheter un vêtement qui peut être de mi-saison, j'ai même pas besoin des manches en fait. J'ai tellement d'argent que j'ai même pas besoin des manches. Et comment puis-je montrer ma Rolex, ma Audemars Piguet si j'ai des manches par-dessus, j'ai envie de dire. Comment les gens vont pouvoir admirer toute ma richesse au final? Donc tu es en train de nous dire que ce vêtement, c'est un incontournable du garde-robe des gens courageux. Pour moi, c'est ça. En fait, c'est les vêtements de riches, car pratique, au final. La DDSM, pour moi, vêtements de riches parce que c'est pratique. Prenez ça, les feignants de gauche. Camembert jaune, histoire. Du coup, Jérém, on va passer sur le thème histoire. Ah, mon préféré. Alors, on n'a pas eu de questions là-dessus, donc moi, je voulais en soulever une quand même qui trotte dans ma tête depuis longtemps. C'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé, etc. Est-ce que tu peux me faire un bref récapitulatif de l'histoire de l'homme, mais vraiment rapide, s'il te plaît? Oh, oui, ça devrait être faisable. Le berceau de l'être humain, c'est l'Afrique, hein, comme chacun le sait, puis des populations ont émigré de plusieurs espèces humaines, parce que je rappelle qu'à l'époque, il y avait plusieurs espèces humaines, et c'est l'Homo sapiens sapiens qui a pris le pas sur tous ses autres congénères pour peupler la planète entière. Donc la planète a été peuplée d'abord de l'Afrique, pour aller vers le croissant fertile, la Mésopotamie, l'Euphrate, le Tigre. De là, certains hommes se sont sédentarisés, puis se sont étendus vers, d'une part, l'Asie, pour ensuite coloniser le sud de l'Asie, voire l'Océanie, et d'autre part, l'Europe, où là ils ont rencontré, les hommes ont rencontré des nouvelles proies, des mammouths, des bisons européens. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait des bisons en Europe, hein. C'était pas l'apanage de l'Amérique, des cow-boys. Voilà. Et des Indiens, bien sûr. Il me semblait important de le dire. Puis les Asiatiques ont passé par le détroit de Bering pour accéder au grand continent américain. Et c'est ainsi que l'homme a colonisé toute la planète. Puis est arrivé l'iPhone 13 en 2011. Et c'est là où le maximum de pixels sur un appareil photo a été atteint. Et je pense que c'est un petit peu l'apogée de ce grand cycle que l'homme a fait, c'est-à-dire colonisation du monde entier, puis une technologie de pointe. Et c'est là où tout se rejoint, comme vous me disiez avant d'enregistrer ce podcast, c'est l'apogée de la technologie et pas la Pangée qui est à l'origine de l'homme, le continent originel de l'homme. Alors ouais, excusez-moi, je refuse la désinformation néanmoins, parce que la Pangée, c'était bien avant l'apparition de l'homme sur cette planète. C'est combien? C'est 20 ans avant? C'est un quart de siècle, 20-25 ans.
Ok. Mais oui, l'iPhone 13 est l'apogée du mouvement humain. Je comprends. Camembert vert, science. On va passer sur la question science, pour suivre un peu dans le thème. Une question du coup de Sylvestre. Il nous demandait un peu l'état de l'art et la situation actuelle de la taxidermie. Alors, moi je propose Paul, si tu le veux bien, de prendre un vrai parti pris pour traiter ce thème qui est extrêmement large. Alors on pourrait le traiter pendant des heures et des heures, bien entendu. Mais moi j'ai envie de coller à l'actualité et je propose de partir sur l'ubérisation de la taxidermie. Les taxidermistes parisiens qui s'insurgent que des empailleurs privés puissent pratiquer des tarifs aussi bas sans même reverser la redevance nationale obligatoire. Et je pense que c'est un vrai virage dans ce métier. Ça va être un changement, c'est sûr. Après, je vous cache pas que voilà, je suis très riche. Je suis actuellement en doudoune sans manche, je suis très riche. Moi, je me range toujours malheureusement du côté des taxidermistes. Alors c'est bien beau, voilà, on crée de la concurrence, on enlève un peu ce monopole-là. Par contre, le service, voilà. Alors, puisque le Petit Tonneau est une radio libre, je propose qu'on prenne en ligne, Paul, si tu le veux bien, un auditeur qui nous appelle pour nous faire part tout simplement de son expérience. Bonjour, Ah, bonjour, comment vous appelez-vous ? je m'appelle Pierrick. Bonjour Pierrick. Vous vouliez nous parler de votre expérience quant à l'ubérisation de la taxidermie. Oui, tout à fait. C'est une petite anecdote voilà, qui m'est arrivée. L'autre jour, voilà, j'ai voulu faire empailler mon canard chipot que j'avais tué en baie de Somme. Et ben mon taxidermiste habituel m'en a demandé pour 100 €, alors que l'empailleur privé, c'est un arabe, mais il y en a aussi des biens, me l'a fait pour 80 €. Et en plus, il m'a filé une bouteille d'eau et des bonbons à la menthe. Alors, le service était irréprochable, et en plus de ça, c'était moins cher. Merci Pierrick pour votre témoignage, nous allons pouvoir en débattre. Alors Paul, toi qui soutiens ardemment les taxidermistes traditionnels, qu'est-ce que tu peux redire à ça, Pierrick, qui vient nous apporter, qui vient de te faire un genre de pied de nez ? Alors, tout d'abord, Pierrick, merci pour cette intervention. Ensuite, voilà, je voudrais dire, c'est pas parce qu'il y a eu une bonne expérience qu'il peut y en avoir deux. Je pense que c'est peut-être un cas à part que voilà, il y a eu un bon service de la part du coup de cet empailleur privé, pour ne pas le citer. Alors, on n'a jamais parlé de tennis, mais peu importe. Je te laisse continuer. De toute façon, compliqué de jouer au tennis avec un canard chipot. Alors, Je oui, viens de le dire. ceci dit, j'ai fait empailler un furet en position de dormage, de sommeil, qui était plutôt de forme ronde l'autre jour, et les services étaient... On pouvait vraiment... J'ai fait un ace, en fait. Bravo, après ça m'étonne pas, vous êtes quand même classé 15-4. Oui, c'est rigoureusement exact. Et donc oui, pour revenir sur la petite anecdote de Pierrick, je le remercie encore une fois. Si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous l'avez bien fait, mais il voulait faire empailler son canard chipot par un taxidermiste arabe. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Je ne parle pas de la question du grand remplacement, attention. Je parle chipot. Il aurait dû faire empailler un canard merguez, c'est ce que vous voulez dire ? Moi, pour moi en tout cas, c'est ça. Je pense que son taxidermiste privé un peu voulu l'embobiner, voilà, à la recherche des 5 étoiles tant attendues par ces personnes-là. Et de toute façon, il parlait de bonbons à la menthe et de bouteilles d'eau, mais alors, depuis le temps qu'ils existent, je trouve que le service se laisse un petit peu à désirer. Paul, laissez-moi vous interrompre, parce que je sens que ça dévie fort et que bientôt vous allez nous dire qu'ils vont nous servir des cornes de gazelle dans les empailleurs privés. Ça se mange pas les cornes. Camembert orange, sport et loisirs. Alors, Paul, quel est le thème que tu as choisi d'aborder ? Puisqu'en fait,
nos médias sociaux ne nous ont pas apporté de questions satisfaisantes. Donc nous allons nous-mêmes nous lancer sur un thème qui colle, je crois, vraiment à l'actualité. Voilà, sport et loisirs, on s'est dit pourquoi ne pas mêler les deux, même si c'est plus l'un que l'autre, je ne vous le cache pas. L'e-sport, pourquoi c'est pour les gros patapouf? Alors, la question colle parfaitement à l'actualité puisque la team Vitality vient de remporter récemment un prix pour un jeu de flingue. Gagner un prix, gagner de l'argent pour jouer aux jeux vidéo, on marche sur la tête. Zidou, il peut être très fort, pour moi on marche sur la tête. Oui, alors, et en plus, très très difficile pour les patapoufs de marcher sur la tête. Vous l'aurez remarqué, le centre de gravité ne le permet pas. Et visiblement, difficile pour eux de marcher tout court, vu le poids qu'ils font généralement. Et alors, rester assis dans une chaise de bureau, leur pseudo-chaise gaming à des centaines d'euros, qui font mal aux lombaires. Ça, c'est pas compliqué pour eux. Rester des heures durant assis dans une chaise en jouant à leur manette, à leur clavier, pas dur. Par contre, se lever, aller faire du sport, avoir une mentalité de winner, se lever à 6h du matin pour aller faire de la musculation, pour aller méditer. Là, je pense pour moi qu'il n'y a plus personne en tout cas. Paul, ces gros cochons qui pratiquent l'e-sport, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un sport? Ah non, bah non. Pour moi, c'est pour ça que j'ai mis dans la catégorie sport et loisirs. Pour moi, c'est 100% un loisir en fait. C'est un jeu vidéo. Excusez-moi, dans le jeu vidéo, le terme, il y a quand même jeu. Depuis quand un jeu permet de faire du sport? Alors, à part le Jokari, bien sûr. Tout à fait. Alors, je voudrais juste éluder tout de suite les arguments qui vont nous être dits. Grossophobie, etc. Alors oui, tout à fait. Ici, on est des gagnants. Moi-même, là, ce matin, je me suis encore levé à 5h pour aller faire mon sport. Donc, j'ai fait évidemment un peu de musculation, un peu de street workout, un peu de méditation. Et puis après, j'ai été faire mes 9 km de longe-côte auprès de Dax. Alors, c'est autre chose que de jouer à Mario Kart. J'ai envie de dire, voilà, moi je me lève, mentalité de winner, je fais mon sport, ma méditation, je check mes mails bien évidemment, parce que voilà, pas de jour de repos, on peut le dire, on ne se gâche pas. Nous sommes en week-end, je mets des guillemets avec mes doigts. Pour moi c'est un peu ridicule les week-ends, donc moi je continue à travailler 7 jours sur 7, mentalité de winner, j'ai envie de dire. Les joueurs de e-gaming n'auraient-ils pas cette mentalité de winner selon vous ? Pas du tout. Quel est leur régime alimentaire, par exemple, par rapport au vôtre ? Moi, après avoir fait mon sport, écrit mon stand-up, checké mes mails, je mange un smoothie de fruits frais. Je fais le matin même. Je mange des œufs, par exemple, plein de protéines. Eux, à côté, qu'est-ce qu'ils mangent ? Voilà, des chips Vico à l'ancienne. Et par semaine, ils mangent 4 ou 5 kilos de dragibus. Est-ce que ça, c'est une mentalité de winner ? Je pense pas. Je pense que c'est pour ça que ce sont des gros patapouf. Et est-ce qu'on peut faire un petit parallèle avec un champion e-sport tout à fait français, Gluttony ? Gluttony, champion de Call of Duty, il est Gluttony comme son nom l'indique, un petit glouton. En revanche, lui reste svelte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu certaines de ses vidéos, certains de ses lives sur Twitch. Et lui-même prépare ses plats. Il est sponsorisé par une boisson énergisante. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, il fait du sport. Il est à peu près svelte. Après, il y a d'autres champions français dans d'autres catégories de e-gaming que je ne citerai pas. Voilà, qui, eux, à mon avis, leur régime alimentaire, c'est pas des légumes frais. Alors, avant de mettre fin à ce premier épisode du Petit Tonneau, Paul, est-ce que tu as des recommandations, soit sportives, soit gastronomiques, puisque nous le rappelons, nous sommes respectivement chef étoilé et sportif. Oui, tout à fait, je suis sportif. Donc je vais faire une petite recommandation, du coup, gastronomique. Mentalité de winner, toujours, un plat sain. Ce que j'aime faire, c'est du riz blanc que je laisse tremper dans de l'eau froide pour enlever un peu tout l'amidon. Ensuite, je le chauffe dans une casserole, je le fais cuire comme du riz blanc. Après, dedans, je rajoute des haricots rouges, voilà, qui sont pleins de protéines. Par-dessus, je mets souvent un œuf sur le plat. Je mets souvent aussi des légumes, par exemple des tomates dedans. Je mélange un peu tout ça et après, je le mange. Merci Paul. De mon côté, la recommandation, puisque je suis chef étoilé, sera sportive. Et je vous demanderai de jeter un œil du côté de Concarneau, petite ville de province finistérienne, qui vient d'accéder à la Ligue 2. Et je place un big up à mon bro Guillaume Janez, défenseur central émérite depuis si longtemps au club,
qui vient de faire monter ce petit club d'alcooliques à l'échelon 2 du sport français. Et je pense que c'est remarquable. Merci beaucoup, Jérémy. Nous arrivons à la fin de ce premier épisode, qui est le numéro 0, qui était un pilote du Petit Tonneau. J'espère que vous avez apprécié. Paul ? Oui. Un commentaire ? Non.